seul là. Vraiment seul? Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, ça ne s'écoute pas avec des gens autour. Ça ne se consomme pas comme une vidéo de fond. Ça se reçoit en pleine conscience. Les deux oreilles ouvertes, le téléphone posé. Sauf si c'est lui que tu utilises pour regarder. Et le cœur prêt à recevoir quelque chose qui pourrait tout changer. Je t'ai demandé de fermer ta porte. Pas pour faire du mystère. Pas pour le titre choc. Mais parce que ce que je vais te dire, tu ne peux pas l'entendre correctement. Quand quelqu'un peut entrer à n'importe quel moment. Parce que les gens autour de toi ont des opinions sur qui tu es. Et ces opinions-là vont interférer avec ce que tu vas entendre. Alors ferme la porte. Coupe les notifications. Mette le casque. Et reste. Parce que dans une heure, tu ne seras plus tout à fait la même personne qu'en ce moment. Pas parce que je suis extraordinaire. Mais parce que certaines vérités, une fois entendues, ne se désapprennent plus. On commence. Partie 1. Ce que personne ne t'a jamais dit sur toi. Il y a quelque chose que les gens autour de toi ne t'ont probablement jamais dit. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que personne ne le leur a dit non plus. Ça se transmet en silence, ce manque-là. De génération en génération. Et ce quelque chose, c'est ceci. Tu es déjà assez. Attends. Ne passe pas à côté de cette phrase trop vite. Je sais que tu l'as déjà entendue. Tu l'as lu sur des posts Instagram avec des couchers de soleil. Tu l'as vu sur des tasses à café et des t-shirts. Et justement parce que tu l'as trop vu dans des endroits superficiels, tu as arrêté de la croire. Mais laisse-moi te la dire autrement. En ce moment précis, tel que tu es, avec tes doutes, avec tes échecs de la semaine dernière, avec cette chose dont tu as honte et que tu n'as dit à personne, avec tes rêves que tu n'oses plus formuler à voix haute, avec le poids que tu portes depuis des années, en ce moment précis, tu n'es pas un projet inachevé. Tu es une personne complète qui traverse une période incomplète. C'est une différence fondamentale. La société t'a appris à te voir comme une liste de choses à améliorer. Ton corps n'est pas assez. Ton salaire n'est pas assez. Tes résultats ne sont pas assez. Tes relations ne sont pas assez. Et dans cette liste infinie d'insuffisances, tu as fini par te convaincre que toi-même tu n'es pas assez. Mais je vais te poser une question que j'aimerais que tu gardes dans ta tête pendant toute cette vidéo. Depuis quand l'imperfection signifie-t-elle l'indignité? Les arbres en hiver n'ont plus de feuilles. Est-ce que ça les rend indignes d'exister? Non, ils traversent une saison. Et quand le printemps revient, et il revient toujours, ils refleurissent. Pas parce qu'ils ont travaillé plus dur, pas parce qu'ils ont mérité leurs feuilles, mais parce que c'est leur nature profonde. La tienne aussi. Maintenant, laisse-moi être honnête avec toi. Complètement honnête. Est-ce que tu as des choses à travailler sur toi? Oui, absolument oui. Je ne vais pas te faire le discours du « t'es parfait, tout va bien, fais rien ». Ce serait te mentir. Et tu mérites mieux que des mensonges enveloppés dans de beaux mots. Tu as des habitudes qui te détruisent, tu le sais. Tu as des relations qui t'épuisent, tu le sais aussi. Tu as des schémas que tu répètes en boucle et qui te font souffrir à chaque fois. Et quelque part, tu le sais. Mais il y a une différence monumentale entre « je dois changer parce que je suis cassé » et « je veux grandir parce que je mérite mieux ». La première phrase te place dans la honte. La deuxième te place dans le pouvoir. Et tout ce que je vais te dire ce soir part de la deuxième position. Parce que c'est la seule qui fonctionne vraiment. Pas sur le papier. Dans la vraie vie. Partie 2. Le mensonge qu'on t'a vendu. On t'a vendu un mensonge. Un gros mensonge. Et il a été tellement répété, tellement normalisé, que tu ne le vois même plus comme un mensonge. Tu le vois comme la réalité. Voici le mensonge. Le bonheur est une destination. Tu vas être heureux quand tu auras ton diplôme. Tu vas être heureux quand tu auras un bon travail. Tu vas être heureux quand tu seras en couple. Tu vas être heureux quand tu auras la maison. Tu vas être heureux quand les enfants seront grands. Tu vas être heureux quand tu seras à la retraite. Et là, tu arrives à 65 ans et tu réalises que tu as passé toute ta vie à attendre d'être heureux. Et que le bonheur, toi, tu ne l'as jamais vraiment habité. Tu l'as juste poursuivi. C'est l'une des plus grandes tragédies humaines. Et elle est invisible. Personne ne pleure au enterrement d'une vie gaspillée à attendre. On pleure la mort du corps, mais la mort du présent. Ça, on ne le voit pas. Je vais te dire quelque chose que tu n'entends pas souvent. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est la façon dont tu marches. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'objectifs. Bien au contraire, les objectifs sont indispensables. Mais un objectif, c'est une direction, pas une condition. Je t'explique. Quand tu dis « je serai heureux quand j'aurai X », tu mets ton bonheur en otage de quelque chose d'extérieur. Et l'extérieur, tu ne le contrôles pas entièrement. Les circonstances changent. Les gens changent. Les marchés changent. La vie change. Mais quand tu dis « je vais avancer vers X » tout en choisissant de vivre pleinement maintenant, tu reprends le contrôle. Pas de tout, mais de l'essentiel, de ton regard sur ta vie.
Maintenant parlons d'un autre mensonge. Celui-là est peut-être encore plus dangereux. Le mensonge de la comparaison. Tu passes combien de temps par jour sur les réseaux sociaux? Dis-moi honnêtement. 1 heure? 2 heures? 3 heures? Et pendant ce temps, tu vois des gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite. Le corps parfait, les vacances de rêve, la relation idéale, le business qui explose, les amis qui rient tout le temps. Et tu te compares. Inévitablement, tu te compares. Et tu perds à chaque fois. Sais-tu pourquoi tu perds à chaque fois? Parce que tu compares leurs moments choisis avec tes moments vécus. Eux, ils ont sélectionné les 1% de leur vie qui sont photogéniques. Toi, tu vis les 100% avec les matins difficiles. Les doutes, les pleurs sous la douche, les repas mangés seuls, les messages qu'on ne t'a pas répondu. Tu joues un match truqué. Et tu continues à jouer quand même. Je ne te dis pas de quitter les réseaux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je te dis de changer le regard avec lequel tu les consommes. De te rappeler à chaque fois que tu scrolles que tu regardes une vitrine, soigneusement décorée, pas une maison vraie. Et surtout, de te souvenir que la seule comparaison qui a du sens, c'est toi aujourd'hui versus toi hier. Est-ce que tu as été un peu plus courageux qu'hier? Est-ce que tu as été un peu plus honnête qu'hier? Est-ce que tu t'es un peu plus respecté qu'hier? C'est ça, la vraie métrique. Il y a un troisième mensonge que je veux démolir ce soir. Celui-là, il concerne directement ta relation avec l'échec. On t'a appris que l'échec était une honte. Que rater un examen, perdre un emploi, voir une relation se terminer, faire faillite dans un projet, c'était une preuve de ta valeur insuffisante. Mensonge. L'échec est un professeur, le plus brutal, le plus efficace, le plus honnête que tu n'auras jamais. Les personnes qui réussissent le plus dans la vie ne sont pas celles qui ont le moins échoué. Ce sont celles qui ont échoué le plus et qui ont choisi de se relever à chaque fois avec une leçon dans les mains. Thomas Edison a fait 10 000 essais avant de créer l'ampoule. Quand un journaliste lui a demandé comment il se sentait d'avoir échoué 10 000 fois, il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Je ne te cite pas Edison pour t'impressionner avec une citation de livre de développement personnel. Je te cite Edison parce que cette façon de voir les choses est une compétence que tu peux apprendre, que tu peux entraîner, que tu peux choisir. Partie 3. La nuit dont tu ne parles pas. Je vais aller dans un endroit un peu plus profond maintenant. Un endroit que beaucoup de créateurs n'osent pas aller. Parce que c'est inconfortable. Parce que ça brise l'image. Mais toi, tu mérites la vérité. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur le soir? Pas peur d'un monstre sous le lit. Peur de toi-même. Peur de ta propre vie. Peur que tout ce que tu construis ne soit pas assez. Peur que les gens que tu aimes finissent par partir. Peur de mourir un jour en ayant l'impression de n'avoir jamais vraiment vécu. Cette peur-là, ce n'est pas de la lâcheté. C'est de l'humanité. Et je vais te dire quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise beaucoup. Plus tôt, tout le monde a cette nuit. Les gens confiants en public ont leur crise à 3 heures du matin. Les gens souriants sur les réseaux ont leurs larmes dans la voiture. Les gens qui semblent tout avoir ont leurs doutes qui ne les quittent jamais complètement. Tu n'es pas seul dans ta nuit. Tu es juste seul à ne pas savoir que les autres y sont aussi. Maintenant, parlons de quelque chose dont on parle rarement. La solitude choisie versus la solitude imposée. Il y a des gens qui sont seuls parce qu'ils ont été abandonnés, rejetés, ignorés. Et cette solitude fait mal, profondément mal. Et si c'est ton cas, je veux que tu saches que cette douleur est réelle, qu'elle est légitime et qu'elle mérite d'être soignée, pas ignorée, pas noyée dans des distractions. Et puis il y a une autre forme de solitude, celle que tu te crées. Celle où tu gardes les gens à distance parce que tu as peur qu'ils voient qui tu es vraiment et qu'ils partent. Celle où tu joues un personnage avec tout le monde et tu ne sais même plus où se trouve le vrai, toi en dessous. Cette solitude-là, elle est silencieuse. Tu peux être entouré de 50 personnes et te sentir profondément seul parce que personne ne te connaît vraiment. Et ça, c'est épuisant. Maintenir un masque jour après jour, c'est l'un des travaux les plus éreintants qui existent. Et peu de gens en parlent. Alors je vais te poser une question directe. Combien de personnes dans ta vie savent vraiment qui tu es? Meilleure version publique. Mais toi, avec tes contradictions, tes blessures, tes rêves bizarres, tes peurs inavouables. Si la réponse est 0, ou même 1, ce n'est pas un jugement. C'est une information. Une information qui dit « il est temps de chercher ou de créer une connexion vraie ». Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans l'isolement de lui-même. Je veux parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et je le ferai sans détour, la santé mentale. Dans certaines cultures, en parler c'est encore tabou. Dans certaines familles, aller voir un psy c'est pour les fous. Dans certains milieux, montrer qu'on est vulnérable c'est être faible. C'est du poison. Prendre soin de ta santé mentale, ce n'est pas de la faiblesse.
C'est de la sagesse. C'est reconnaître que ton cerveau, comme ton corps, peut avoir besoin d'aide. Que les émotions non traitées ne disparaissent pas. Elles se logent dans ton corps, dans tes comportements, dans tes relations, et elles ressortent d'une façon ou d'une autre. Si tu traverses quelque chose de lourd en ce moment, une dépression, une anxiété qui t'envahit, un deuil, un trauma, parle à quelqu'un, un professionnel si tu peux, un proche de confiance si c'est plus accessible. Ne traverse pas ça seul. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, c'est un signe de lucidité. Partie 4. Les 3 décisions qui changent tout. On a parlé de blessures, on a parlé de mensonges, on a parlé de nuits difficiles. Maintenant, on va parler de ce que tu peux faire, concrètement, dès ce soir. Parce que la conscience sans action, c'est du confort intellectuel. Et le confort intellectuel ne change pas une vie. Il y a 3 décisions, 3 vraies décisions, qui peuvent transformer radicalement ta trajectoire. Ce ne sont pas des hacks, ce ne sont pas des routines de 5 heures du matin, ce ne sont pas des listes de productivité, ce sont des choix fondamentaux, des postures de vie. Décision. Numéro 1. Arrêtez de vivre pour l'approbation des autres. Je vais te raconter quelque chose. Il y a des gens qui ont passé 20 ans dans une carrière qu'ils haïssaient, parce que leurs parents en étaient fiers. Des gens qui ont épousé la mauvaise personne parce que la famille l'aimait bien. Des gens qui ont étouffé leur passion, leur créativité, leurs aspirations profondes, pour ne pas décevoir une galerie imaginaire. Une galerie de gens qui d'ailleurs étaient trop occupés par leur propre vie pour vraiment regarder. Le regard des autres est une cage. Et beaucoup de gens y vivent toute leur vie, sans se rendre compte qu'ils tiennent eux-mêmes la clé. Comprends-moi bien, ce n'est pas de l'égoïsme que de vivre selon tes valeurs. Ce n'est pas du narcissisme que de prendre des décisions en accord avec qui tu es profondément. C'est de l'intégrité. L'intégrité, c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont alignés. Quand il n'y a pas d'écart entre qui tu es en public et qui. Demande-toi, combien de décisions dans ta vie as-tu prises pour toi? Vraiment pour toi? Et combien as-tu prises pour éviter de décevoir? Pour obtenir une validation? Pour ne pas faire de vagues? La réponse à cette question te dira beaucoup sur le niveau de liberté auquel tu vis. Décision numéro 2. Prendre la responsabilité totale de ta vie. Voilà une décision qui divise. Prendre la responsabilité totale de ta vie, ça ne veut pas dire que tout ce qui t'est arrivé est ta faute. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi où tu es né. Tu n'as pas choisi les traumatismes que tu as traversés. Tu n'as pas choisi certaines des injustices que tu as vécues. Ça, c'est réel. Et le nier serait une forme de violence supplémentaire. Mais voilà la question qui change tout. Même si ce n'est pas de ta faute, est-ce que c'est ta responsabilité d'agir? La faute regarde en arrière. La responsabilité regarde en avant. Tu peux passer ta vie à pointer du doigt tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a freiné, tout ce qui t'a été refusé. Et tu aurais souvent raison. Mais pendant que tu pointes, ta vie continue de passer. Ou tu peux décider, à partir de maintenant, de là où tu es, que tu es l'auteur de la suite de ton histoire. Pas le personnage à qui les choses arrivent. L'auteur. Est-ce que ça veut dire que tout sera facile? Non. Est-ce que ça veut dire que tu réussiras tout? Non. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras plus d'obstacles? Absolument pas. Mais ça veut dire que tu arrêtes d'attendre que les circonstances changent pour toi. Et que tu commences à agir sur les circonstances. C'est l'une des décisions les plus libératrices que tu puisses prendre. Et aussi l'une des plus difficiles. Parce que la responsabilité, ça pèse. Mais ce poids-là est différent du poids de la victimisation. Le premier pèse mais te propulse vers l'avant. Le second pèse et t'écrase sur place. Décision numéro 3. Choisir tes prochaines 24 heures. Beaucoup de gens pensent que les grandes vies se construisent avec de grands plans sur 10 ans. C'est faux. Les grandes vies se construisent 24 heures après 24 heures. Décision après décision. Habitude après habitude. Ce soir, avant de dormir, tu as une décision à prendre. Une seule. La plus petite action possible dans la direction de quelque chose qui compte pour toi. Pas un plan de vie complet. Pas une transformation totale en une nuit. Juste une petite action. Tu veux écrire? Écris 5 lignes ce soir. Tu veux te remettre en forme? Fais 10 minutes de marche demain matin. Tu veux réparer une relation? Envoie un message sincère ce soir. Tu veux apprendre quelque chose? Ouvre un livre pendant 20 minutes avant de dormir. Petite action. Faite avec intention. Répétée avec constance. C'est ça la formule. Pas sexy, pas viral, mais réel. Partie 5. Ce qui arrive quand tu te choisis. Je veux te parler de ce qui se passe quand tu commences à te choisir. Vraiment te choisir. Pas de façon parfaite. Pas tout d'un coup, mais progressivement. La première chose qui arrive, c'est que tu commences à te respecter davantage. Et quand tu te respectes, tu choisis des gens qui te respectent. Tu choisis des situations qui te respectent.
Tu quittes les espaces qui te diminuent, pas par arrogance, par cohérence. La deuxième chose qui arrive, c'est que tu deviens moins redevable de l'opinion des autres. Pas insensible, être complètement insensible au regard des autres. Ça n'est ni possible ni souhaitable, mais moins otage. La validation externe reste agréable, mais elle n'est plus vitale. La troisième chose qui arrive, et celle-là, elle est puissante, c'est que tu commences à attirer des gens différents. Des gens qui vibrent à la même fréquence que ton être réel, pas de ton masque social, de toi. Et ces connexions-là, elles sont profondes, elles alimentent, elles ne drainent pas. Je veux aussi te parler d'un concept que j'appelle l'identité avant le résultat. La plupart des gens attendent d'avoir les résultats pour se définir autrement. Ils se disent, quand j'aurai publié mon livre, je serai un écrivain. Quand j'aurai perdu 20 kilos, je serai quelqu'un de sain. Quand j'aurai lancé mon entreprise, je serai un entrepreneur. Mais ça marche dans le sens inverse. Tu dois d'abord décider qui tu es. Et ensuite, les actions qui correspondent à cette identité deviennent naturelles. Décide que tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé. Maintenant, en ce moment. Pas quand tu auras perdu du poids. Pas quand tu auras un corps parfait. Maintenant. Et depuis cette identité, tu fais les choix d'une personne qui prend soin de sa santé. Décide que tu es quelqu'un de créatif. Maintenant. Et depuis cette identité, tu crées. Régulièrement. Même maladroitement. Même sans audience. L'identité crée le comportement. Le comportement crée les résultats. Et non l'inverse. Il y a une chose dont j'ai besoin de te parler avant de conclure. Et c'est peut-être la plus importante de tout ce que j'ai dit ce soir. La gratitude. Je sais, encore la gratitude. Encore ce mot qu'on te sort dans tous les podcasts de développement personnel. Je comprends que tu sois un peu fatigué de l'entendre. Mais écoute-moi jusqu'au bout. La gratitude n'est pas une technique de bien-être superficielle. C'est une façon de recadrer radicalement ta réalité. Ton cerveau, par design évolutif, est câblé pour voir les problèmes. C'est pour ça que tu t'es levé ce matin avec une liste de choses qui ne vont pas dans ta vie, plutôt qu'une liste de choses qui vont. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Nos ancêtres qui remarquaient les dangers survivaient. Ceux qui étaient dans la béatitude permanente se faisaient manger par des prédateurs. Mais aujourd'hui, ce câblage-là te nuit. Parce que tu vis dans un monde où les dangers de survie immédiate sont minimes, mais où ton cerveau continue à chercher des menaces. Et il les trouve partout. La pratique de la gratitude, c'est littéralement un entraînement cérébral. Tu apprends à ton cerveau à scanner l'environnement pour le bon au lieu du mauvais. Et avec le temps, avec la pratique, ça change ton rapport au monde. Pas naïvement, pas en niant les problèmes réels, mais en leur donnant les justes proportions. Essaie ce soir, avant de dormir. 3 choses concrètes pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas abstraites, concrètes. La chaleur de ton lit. Le verre d'eau que tu as bu. Le fait que tu peux voir ou entendre cette vidéo. Le battement de ton cœur. Commence là. Partie 6. La lettre que tu t'écriras un jour. Je vais terminer par quelque chose d'inhabituel. Je veux que tu imagines une scène. Tu es dans 20 ans. Tu as vécu. Tu as traversé des épreuves que tu ne peux pas encore imaginer. Tu as connu des joies que tu ne peux pas encore prévoir. Tu as perdu des choses. Tu en as gagné d'autres. Tu t'es trompé. Tu t'es relevé. Et dans cette scène imaginaire, tu as la possibilité d'envoyer une lettre à la personne que tu es ce soir, assis là, dans ta chambre, à regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je parie que tu lui dirais de ne pas avoir autant peur. Je parie que tu lui dirais que les problèmes qui semblent insurmontables ce soir seront des anecdotes dans quelques années. Je parie que tu lui dirais de dire « je t'aime » plus souvent aux gens qui comptent. Je parie que tu lui dirais de moins attendre et de commencer. Je parie que tu lui dirais que tu étais assez, que tu l'as toujours été. Cette lettre, elle n'est pas hypothétique. Elle est accessible maintenant. Parce que la sagesse de ton toi futur, elle est déjà en toi. Elle attend juste que tu la laisses parler. Alors laisse-la parler. Laisse-la te dire que tu es plus fort que tu ne le crois, que tu es plus aimable que tu ne le penses, que tu as plus de ressources intérieures que tu n'en vois, que tes rêves méritent d'être tentés, et que ta vie, même imparfaite, même en chantier, même dans ces zones d'ombre, ta vie mérite d'être pleinement habitée. On arrive à la fin de cette vidéo, mais je veux que tu saches que pour toi, ce n'est pas une fin. C'est un début, pas parce que j'ai des mots magiques, pas parce que cette vidéo est extraordinaire, mais parce que tu as choisi de fermer ta porte, de mettre le casque et d'être là jusqu'au bout. Et ça dit quelque chose sur toi, ça dit que tu cherches, que tu es prêt, que quelque part en toi, il y a quelque chose qui sait que ta vie peut être plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Ce quelque chose a raison. Maintenant, j'ai besoin d'une chose de toi. Ne garde pas ce que tu as reçu ce soir rien que pour toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile.
Quelqu'un qui a oublié sa propre valeur. Quelqu'un qui est dans sa nuit. Tu ne sais jamais quel message arrive au bon moment dans la bonne vie. Et si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire. Abonne-toi, like et dis-moi ce qui a résonné. Parce que ces échanges-là, ils me nourrissent autant qu'ils vous nourrissent. Je t'aime, sérieusement. Va dormir en paix ce soir. Et demain, choisis-toi.